Chapitre 4. L'odeur des vieilles boiseries et de la cire des bougies se mêlait au parfum des 10 magiciennes présentes dans la salle des colonnes du château de Montecalvo. 10 arômes différents, choisis avec soin par les 10 femmes assises autour de la table ronde en chêne, dans des fauteuils sans accoudoir en forme de sphinx. Fringilla Vigo faisait face à Triss Merigold, vêtue d'une robe bleue, boutonnée jusqu'au cou. À côté de Triss, dans l'ombre, était assise Keramets, ses énormes boucles d'oreilles en citrine étincelaient de 1000 reflets, attirant sans cesse le regard. « Je vous prie de continuer, mademoiselle Vigo, » l'encouragea Philippa Eilhart. « Nous sommes impatientes de connaître la fin de l'histoire et de prendre rapidement des mesures. » Hormis le camée gravé sur sa sardoine, qui était fixé et sa robe vermillon, Philippa ne portait exceptionnellement aucun bijou. Fringilla avait déjà eu vent des ragots, elle savait qui avait offert ce camée à la magicienne et quel profil il le représentait. Aux côtés de Philippa était assise Sheila de Tancarville, vêtue de noir de la tête aux pieds, seuls quelques brillants ici et là rehaussaient l'ensemble d'un peu d'éclat. Sur sa toilette en satin bordeaux, Margarita Loanti portait un imposant collier en or, sans pierre. Sabrina Glevizig, en revanche, avait choisi pour une parure complète, collier, boucle d'oreilles et bague, en onyx, sa pierre préférée, assortie à la couleur de ses yeux et à sa tenue. À côté de Fringilla étaient assises les 2 elfes, Francesca Findabair et Idea Eman Ep Sivney. Comme de coutume, la pâquerette des valets était royale, même si, ce jour-là, exceptionnellement, ni sa coiffure ni sa robe couleur carmin n'en imposaient par leur magnificence. Quant à son fin diadème et à son collier, il n'était pas serti de rubis mais de grenats modestes, bien que finement ouvragés. Ida Eman, pour sa part, était parée de mousseline et de tulle au teint automnal, si délicats et si vaporeux qu'ils se mouvaient et ondoyaient, comme des anémones au moindre courant d'air. Comme toujours, ces temps derniers, l'élégance modeste mais distinguée d'Assir Var Anid provoquait l'admiration. Sur le léger décolleté de sa robe moulante vert foncé, la magicienne nilfgaardienne portait une émeraude sertie d'or sur une chaîne en or. Ses ongles soignés et vernis arboraient la même couleur que sa robe, conférant à l'ensemble de sa mise la pointe extravagante caractéristique des magiciennes. « Nous attendons, mademoiselle Vigo, » intervint Sheila de Tancarville. « Le temps presse. » Fringilla s'éclaircit la voix et reprit le cours de son récit. Le mois de décembre arriva, puis la Yule et la nouvelle année. Le sorceleur était plus calme et ne prononçait plus le nom de Ciri à tout propos. La chasse aux monstres, qu'il pratiquait régulièrement, semblait l'absorber totalement, enfin, presque totalement. Elle interrompit son récit. Il lui sembla percevoir un éclair de haine dans les yeux azurés de Triss Merigold, mais peut-être n'était-ce que le reflet des flammes vacillantes et des bougies. Philippa éclata de rire en jouant avec son camée. « Ne soyez donc pas si modeste, voyons, mademoiselle Vigo. Nous sommes entre femmes. Nous savons à quoi, hormis le plaisir, sert le sexe. Nous utilisons toutes cet outil lorsque c'est nécessaire. Poursuivez, je vous prie. » Même si, durant la journée, il sauvait les apparences et se montrait secret, hautain et fier, reprit Fringilla, la nuit il était totalement à ma merci. Il me disait tout. Il rendait hommage à ma féminité, très généreusement pour son âge, je dois le reconnaître. Puis il s'endormait, dans mes bras, les lèvres sur ma poitrine, cherchant un substitut à l'amour maternel qu'il n'avait jamais connu. Cette fois, elle en était certaine. Il ne s'agissait pas du reflet de la lueur des bougies. « Bien, se dit-elle, allez-y, jalousez-moi, vous pouvez, car il y a de quoi. »« Il était à ma merci, répéta-t-elle. Reviens te coucher, Geralt, il fait encore nuit, que diable. J'ai un rendez-vous. Je dois aller à Pomerol. Je ne veux pas que tu ailles à Pomerol. J'ai un rendez-vous, j'ai donné ma parole, le régisseur des caves m'attend. Tes parties de chasse dans les caveaux sont stupides et insensées. Que veux-tu prouver en tuant un nouveau monstre? Ta virilité? Tu connais de meilleurs moyens. Allez, reviens te coucher. Tu n'iras nulle part, du moins pas tout de suite. Le régisseur peut attendre, car enfin, qu'est-ce qu'un régisseur au bout de compte? Moi, je veux qu'on fasse l'amour. Pardonne-moi, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai donné ma parole. Je veux qu'on fasse l'amour. Oh, on dirait le même avec le vieux. Je veux vers l'amour.
tu veux me tenir compagnie pour le petit déjeuner, tu ferais mieux de t'habiller. Tu ne m'aimes plus, Geralt, c'est ça? Réponds. Enfile cette robe gris perle, celle avec des appliques en vision. Elle te va très bien. Il était entièrement sous mon charme, répétait Fringilla. Il exauçait le moindre de mes désirs. Il faisait tout ce que j'exigeais de lui, absolument tout. Nous vous croyons, dit Schlatt de Tancarville d'un ton particulièrement sec. Veuillez poursuivre. Une main devant la bouche, Fringilla tout sauta. Le problème venait de sa fameuse compagnie, cette bande excentrique qu'il appelait son équipe, Caïr Mo ou Defin Ep Kelek, qui m'observait si intensément en tentant de rassembler ses souvenirs, qu'il en devenait écarlate. Mais il ne pouvait se rappeler de m'avoir eu à Dandifra, le château de ses ancêtres. Il avait alors 6 ou 7 ans. Milva, une jeune fille qui semblait en apparence belliqueuse et arrogante, mais que j'ai eu l'occasion de surprendre à 2 reprises, terrée dans un coin des écuries, en train de pleurer. Angoulême, une gamine folâtre, et Régis Terzef Godefroy, un individu que je n'ai pas réussi à percer à jour. Toute cette bande avait sur lui une influence que je ne parvenais pas à combattre. Bien, 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 songea-t-elle. Ne froncez donc pas tant les sourcils, ne faites pas les grimaces, attendez un peu, ce n'est pas encore fini. Je ne vous ai pas raconté mon triomphe. Chaque matin, reprit-elle, toute la compagnie se retrouvait à la cuisine, située dans les sous-sols du palais de Beauclerc. Le chef de cuisine, allez savoir pourquoi, les aimait bien. Il leur mitonnait toujours un petit déjeuner si appétissant et si copieux que celui-ci durait généralement 2 ou 3 heures. J'ai mangé à plusieurs reprises avec Geralt et ses compagnons, c'est pourquoi je sais à quelle conversation absurde ils avaient l'habitude de s'adonner. 2 poules, l'une noire, l'autre tachetée, picoraient les miettes tombées sur le sol de la cuisine. Elles trottinaient timidement sur leurs pattes griffues en jetant des regards furtifs à la compagnie en train de petit déjeuner. Comme tous les matins, la compagnie s'était retrouvée dans les cuisines du palais. Le chef de cuisine, allez savoir pourquoi, les aimait bien, leur préparait toujours quelque chose de bon à manger. Ce matin-là, ils eurent droit à des œufs brouillés, de la soupe à la farine, des aubergines à l'étouffer, du pâté de lapin, des cuisses d'oie fumées, des saucisses blanches avec des betteraves au réfort et un gros morceau de fromage de chèvre. Tous mangeaient de bon appétit, sans mot dire. Sauf Angoulême, qui cancanait. Moi, je vous le dis, installons ici un bordel. Quand nous aurons réglé nos affaires, revenons ici et ouvrons une maison de tolérance. J'ai jeté un coup d'œil en ville. Ici, on y trouve de tout. Rien que des boutiques de barbier, j'en ai compté 9 et 8 pharmacies. Mais il n'y a qu'une seule maison close. Et encore, des chiottes. Pas une seule maison close digne de ce nom. Je vous dis, aucune concurrence. On va fonder un bordel de luxe. On achète une maison à étage avec un petit jardin. Angoulême, pitié. Uniquement pour une clientèle respectable. Je ferai à la maquerelle, je vous le dis. On va se faire un paquet d'argent et on vivra comme des princes. Enfin, un jour, ils m'éliront conseillère municipale et alors, à coup sûr, je vous laisserai pas tomber. Parce que s'ils me choisissent, moi, je choisirai vous, et vous n'aurez même pas... Angoulême, s'il te plaît, tiens, mange une tartine de pâté. Pendant quelques secondes, on n'entendit plus rien. Que vas-tu chasser aujourd'hui, Geralt? Quel dur travail t'attend? Les descriptions des témoins oculaires sont divergents. Le sorceleur leva la tête de son assiette. Ça peut être un gicleur, auquel cas la tâche qui m'attend sera assez ardue. Difficile s'il s'agit d'un délichon, ou plutôt facile s'il ne se relève n'être qu'une mouche araignée. Peut-être même que je n'aurai rien à faire du tout, car le monstre a été vu pour la dernière fois avant la masse de l'année dernière. Et il a pu prendre la poudre d'escampette depuis. Grand bien lui fasse, intervint Fringilla en rongeant un os-doigt. Et que devient Jasquier? Demanda soudain le sorceleur. Je ne l'ai pas vu depuis si longtemps que les seules nouvelles que j'ai de lui me viennent des libelles qu'on entend chanter en ville. Nous sommes dans le même cas, rétorqua Régis avec un sourire pincé. Nous savons simplement que notre poète est si intimement lié à la princesse Anarietta qu'il se permet envers elle, même devant témoins, un cognement plutôt familier. Il l'appelle « ma petite belette ». Bien trouvé, s'exclama Angoulême, la bouche pleine. Cette princesse a effectivement un nez de belette, sans parler de ses dents. Nul n'est parfait, objecta Fringilla en clignant des yeux. Par ma foi, c'est bien vrai. Les poules, la noire et la tachetée, s'étaient enhardies au point qu'elles commençaient à picoter les bottes de Milva.
L'archère les chassa d'un violent coup de pied empestant. Geralt l'observait depuis un certain temps déjà. Il se décida cette fois à intervenir. « Maria, commença-t-il d'un ton sérieux, je sais que nos conversations sont loin d'être intéressantes et nos plaisanteries recherchées, mais tu n'es quand même pas obligé de nous le signifier avec une mine aussi lugubre. S'est-il passé quelque chose ?» « Évidemment qu'il s'est passé quelque chose, dit Angoulême. Geralt la fit taire d'un regard réprobateur. Trop tard. « Et qu'est-ce que vous savez, vous ?» Milva se leva brutalement, manquant de renverser son siège. « Qu'est-ce que vous en savez, hein? Que le diable vous emporte et la peste aussi. Allez vous faire voir, tous autant que vous êtes, vous entendez ?» Elle se saisit de sa timbale et la but d'un trait, puis d'un geste brusque, la jeta par terre et sortit précipitamment de la cuisine, claquant la porte derrière elle. « L'affaire est sérieuse, dit Angoulême au bout de quelques secondes. Cette fois, c'est le vampire qui la fit taire. « L'affaire est très sérieuse, confirma-t-il. Cependant, je ne m'attendais pas à une réaction si extrême de la part de notre archère. D'ordinaire, c'est ainsi que l'on réagit lorsqu'on a soi-même été éconduit, et non le contraire. » « De quoi parlez-vous, sacrebleu s'énerva Geralt. Quelqu'un daignerait-il enfin m'expliquer de quoi il s'agit ? Du baron, Amadis de Trasmara. Ce veneur à la triste mine ? Lui-même, il s'est déclaré à Milva il y a 3 jours au cours d'une partie de chasse. Cela fait 1 mois qu'il l'invite régulièrement. L'une des parties a duré 2 jours. Angoulême eut un sourire carnassier. Ils ont passé la nuit dans un petit château. Vous me suivez ? Je donnerai ma tête à... Tais-toi donc, jeune fille. Parle, Régis. Il a demandé sa main, tout à fait officiellement et solennellement. Milva a refusé, assez brutalement, semble-t-il. Le baron, qui avait pourtant l'air d'un homme raisonnable, fut affecté par ce refus comme un gamin. Il prit la mouche et quitta Beauclerc aussitôt. Et depuis, Milva erre comme une âme en peine. « Ça fait trop longtemps qu'on croupit ici, » marmonna le sorceleur. « Trop longtemps. » « Et c'est toi qui dis ça ?» intervint Caïr, demeuré jusque-là silencieux. « J'ai du mal à en croire mes oreilles. »« Excusez-moi, dit le sorceleur en se levant. Nous en reparlerons à mon retour. Le régisseur des vignobles Pomerol m'attend. Et la ponctualité et la politesse des sorceleurs. » Après la violente sortie de Milva et le départ du sorceleur, le reste de la compagnie termina de petit déjeuner en silence. Se déplaçant timidement sur les pattes griffues, les 2 poules, la noire et la tachetée, vaguaient dans la cuisine. Finalement, Angoulême prit la parole. Elle leva la tête de son assiette après l'avoir nettoyée avec une croûte de pain et s'adressa à Fringilla. « J'ai un petit problème. »« Je comprends, » interrompit la magicienne en hochant la tête. « Ce n'est pas grave. Quand as-tu tes dernières menstrues ? » « Qu'est-ce que tu racontes ?» Angoulême se leva brusquement, effarouchant les poules. « Ça n'a rien à voir avec ça. Il s'agit de toute autre chose. »« Pardon, je t'écoute. Geralt veut me laisser ici, quand il reprendra la route. »« Oh. Il dit qu'il n'a pas le droit de me faire courir de risques, et ce genre de bêtises, lança Angoulême. Mais moi, je veux partir avec lui. »« Je vois. Nous n'en paierons pas, d'accord ? Je veux partir avec Geralt. Parce qu'il n'y a qu'avec lui que je n'ai pas peur que Fulco le borgne m'attrape de nouveau. Mais ici, à Toussaint... » Angoulême, l'interrompit Régis, tu parles en vain. Dame Vigo t'écoute, mais elle ne t'entend pas. Elle n'est bouleversée que par une chose, le départ du sorceleur. Le moment de blanc de notre lecteur sur le mot monstru. En fait, j'ai failli mal le dire, et du coup, vu que j'ai raté plusieurs mots depuis tout à l'heure, je me suis dit, ok, toute ta concentration pour dire ce mot. Comment ? Demanda Fringilla en se tournant vers lui en clignant des yeux. À quoi donc avez-vous voulu faire allusion, monsieur Terzier Godefroy, au départ du sorceleur ? Et quand donc a-t-il l'intention de se mettre en route, si ce n'est pas indiscret ? Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain non plus, rétorqua le vampire d'une voix douce. Mais un de ces prochains jours, sans aucun doute, sans vouloir froisser personne. Je ne me sens pas froissé, répliqua froidement Fringilla, si bien sûr, c'est à moi que vous songiez. Pour en revenir à ton problème, Angoulême, je te promets d'en parler à Geralt, je lui ferai part de mon avis, je te le garantis. Bien entendu, pouffa Caïr, j'aurais juré que vous alliez précisément dire cela, dame Fringilla.
La magicienne le regarda longuement, sans rien dire. Enfin, elle reprit la parole. Le sorceleur ne devrait pas quitter Toussaint. Aucune personne, lui voulant du bien, ne devrait l'inciter à le faire. Où serait-il mieux qu'ici? Il baigne dans le luxe. Grâce aux monstres qu'il pourchasse dans les sous-sols, il gagne pas mal d'argent. Son ami et compagnon d'armes est le favori de la princesse qui règne en ces lieux. La princesse elle-même est bienveillante envers lui. Et ce grâce, notamment, à la disparition de ce succube qui visitait les alcôves. Oui, oui, messieurs, Anarietta ainsi que toutes les dames originaires de Toussaint sont infiniment contentes du sorceleur, car le succube a cessé de sévir. Il s'est comme volatilisé. C'est pas toute l'histoire quand même, hein. Les dames de Toussaint ont donc rassemblé une prime spéciale qui devrait d'un jour à l'autre être virée sur le compte du sorceleur à la banque des Sifianelli, augmentant la fortune qu'il y a déjà amassée. Un bien beau geste de la part de ces dames, rétorqua Régis sans baisser les yeux. Quant à la prime, elle est méritée. Faire en sorte que le succube cesse de sévir n'est pas si simple. Vous pouvez m'en croire, dame Fringilla. Je vous crois. Soit dit en passant, l'une des sentinelles du palais affirme l'avoir vu, la nuit, sur les créneaux de la tour Carobetta, en compagnie d'un autre fantôme, qui avait tout l'air d'un vampire. Les deux démons, a juré la sentinelle, se promenaient ensemble et semblaient être amis. Peut-être savez-vous quelque chose à ce sujet, monsieur Régis? Pourriez-vous nous en dire plus? C'est le moment où ça va commencer à se balancer des trucs dessus. Tirer à balles réelles, comme on dit. C'est bon, on peut pas être... On n'a pas le droit d'être... pas le droit d'être un vampire tranquille, c'est honteux. C'est honteux. Non, hélas, répliqua le vampire sans ciller le moindre du monde. Il existe sur terre comme au ciel des choses que les philosophes n'ont pas rêvées. Sans conteste, ces choses existent, approuva Fringilla en hochant la tête. Et concernant le projet de départ du sorceleur, en savez-vous davantage? Car voyez-vous, il n'a mentionné devant moi aucune intention de ce genre. Or, il a l'habitude de tout me dire. Mais bien sûr, grommela Caïr. Fringilla l'ignora. Monsieur Régis? Non, répondit le vampire après quelques secondes de silence. Non, dame Fringilla, soyez tranquille. Le sorceleur ne vous accorde pas plus d'affection ni de confidence qu'à vous-même. Il ne murmure à nos oreilles aucun secret qu'il vous cacherait. Pourquoi alors ces fracassantes révélations sur son départ? Le vampire, cette fois non plus, ne s'y a pas. Parce que tout simplement, pour reprendre cet aphorisme plein de charme juvénile de notre cher Mongolem, viendra le jour où il sera l'heure ou de chier ou de libérer les latrines. En d'autres termes, ne vous donnez pas la peine de reformuler, l'interrompit Fringilla d'un tout sec. La première version prétendument pleine de charme suffira. Bon bah, ouais. Ça a le mérite d'être une image qu'on n'a pas trop souvent. Je vous invite à la ressortir dans vos discussions de tous les jours. Je vous la redis, viendra l'heure où il sera l'heure ou de chier ou de libérer les latrines. Ça nous laisse pensifs tout ça quand même. Le silence régna durant de longues minutes. Les deux poules, la noire et la tachetée, allaient et venaient, picorant ce qui leur tombait sous le bec. Angoulême essuyait avec sa manche son nez barbouillé de jus de betterave. Le vampire, pensif, jouait avec une rondelle de saucisson. Grâce à moi, lança Fringilla, brisant enfin le silence, Geralt a eu connaissance des origines de Ciri, des dédales et secrets connus seulement d'un nombre restreint de personnes. Grâce à moi, il sait ce dont il n'avait pas la moindre idée il y a un an encore. Grâce à moi, il dispose d'informations nouvelles. Or, l'information est un moyen d'action. Grâce à moi et à ma protection magique, il est à l'abri d'un scannage nuisible et donc d'assassins dissimulés. Grâce à moi et à ma magie, son genou ne le fait plus souffrir. Il peut le plier sans problème. Il porte à son cou un médaillon réalisé par mes soins, peut-être pas aussi efficace qu'un médaillon de sorceleur, mais tout de même. Grâce à moi et à moi seul, il est informé, en sécurité, en bonne santé, prêt et armé, et pourra, au printemps ou en été, partir affronter ses ennemis. Si quelqu'un parmi vous a fait davantage pour Geralt que moi, qu'il parle. Je lui rendrai volontiers honneur. Personne ne se manifesta. Les poules picotaient les bottes de Caïr, mais le jeune homme n'y prêtait pas attention.
En vérité, observa-t-il avec une pointe d'ironie, aucun d'entre nous n'a fait pour Geralt plus que vous, madame. J'aurais juré que tu allais précisément dire cela. Le problème n'est pas là, dame Fringilla, commença le vampire. La magicienne ne le laissa pas terminer. Ah non ? Demanda-t-elle d'un air provocateur. D'où vient-il alors ? Du fait qu'il soit avec moi, qu'un sentiment nous unisse, que je ne veuille pas qu'il parte maintenant, que je refuse de le voir rongé par un sentiment de culpabilité, ce même sentiment de culpabilité qui vous pousse, vous, à prendre la route ? Régis se taisait. Caïr ne dit rien non plus. Angoulême observait la scène, ne comprenant, à l'évidence, pas grand-chose de ce qui se passait. S'il est écrit dans sa destinée que Geralt retrouvera Ciri, dit la magicienne au bout d'un instant, alors il en sera ainsi. Que le sorceleur aille dans les montagnes où s'éternise à Toussaint, c'est la destinée qui rattrape les gens, pas le contraire. Vous comprenez ça ? Comprenez-vous cela, monsieur Régis Terzieff Godefroy ? Mieux que vous ne le pensez, dame Fringilla, répondit le vampire en jouant avec sa rondelle de saucisson. Elle aime bien sa rondelle, dis donc. Mais pour moi, veuillez m'en excuser, la destinée, ce ne sont pas des rouleaux écrits de la main du grand démiurge, ni une volonté céleste, ni les sentences irrévocables de je ne sais quelle providence, mais le résultat de nombreux faits, événements et actions, qui n'ont en apparence aucun lien entre eux. J'aurais tendance à être de votre avis sur le fait que la destinée rattrape les gens, mais je ne suis pas convaincu que le contraire soit impossible. Ce point de vue relève d'un fatalisme confortable, c'est un hymne à la torpeur et à l'oisiveté, à la douceur d'un édredon de plumes et à la merveilleuse chaleur d'une poitrine féminine. En bref, c'est vivre comme dans un rêve. Mais ce rêve, il faut le rêver activement. C'est pourquoi, dame Fringilla, la route nous attend. La voie est libre, rétorqua la magicienne en se levant presque aussi brutalement que Milva quelques instants auparavant. Allez-y, rejoignez l'école où vous attendent des tempêtes de neige, le froid et la destinée, et cette expiation qui vous est tellement nécessaire. Allez-y, mais le sorceleur restera ici, à Toussaint, avec moi. J'estime que vous avez tort, dame Fringilla, objecta calmement le vampire. Le rêve que le sorceleur est en train de vivre est, je le reconnais, avec respect, tout à fait charmant. Mais quand il dure trop longtemps, tout rêve se met en cauchemar, dont on se réveille en criant. Est-ce que du coup Régis est au courant que Geralt est sous les sorts magiques de Dame Fringilla? Les 10 femmes assises autour de l'immense table ronde du château de Montecalvo avaient les yeux rivés sur Fringilla Vigo. Celle-ci se mit soudain à bafouiller. Geralt partit pour les caves de Pomerol le 8 janvier au matin, et il rentra dans le courant de la nuit, ou bien le 9 dans la matinée, je ne sais pas, je n'ai pas la certitude. Soyez plus précise, intervint gentiment Sheila de Tancarville. Nous vous le demandons, mademoiselle Vigo, et si l'un des passages de votre récit vous embarrasse, omettez-le, tout simplement. La poule tachetée allait et venait prudemment sur ses pattes griffues à travers la cuisine. Ça sentait le bouillon. La porte s'ouvrit avec fracas. Geralt pénétra dans la pièce. Son visage rougi par le vent portait la trace d'un bel hématome ainsi qu'une croûte de sang séché. « Allez tout le monde, faites vos bagages » annonça-t-il sans autre préambule. « Nous partons. Dans 1 heure, pas 1 minute de plus. Je veux vous voir tous sur la colline derrière la ville, près du pilier. » Il leur en fallait pas plus pour s'exécuter. À les voir s'agiter, on aurait dit qu'ils attendaient cette nouvelle depuis longtemps. « C'est comme si c'était fait !» s'exclama Milva en s'arrachant de son siège. « Je serai même prête dans 1 demi-heure. » « Moi aussi !» Caïr se leva, lâcha sa cuillère, regarda attentivement le sorceleur. « Mais j'aimerais savoir de quoi il s'agit. Un caprice, une querelle d'amoureux, ou bien un vrai départ ?»« C'est un vrai départ. Angoulême, pourquoi tu fais cette tête ?»« Geralt, je... N'aie pas peur. Je ne te laisserai pas, j'ai changé d'avis. Toi, il faut te surveiller, morveuse. Ne pas te quitter des yeux. En route, j'ai dit. Faites vos bagages, chargez les chevaux. Et pour ne pas éveiller les soupçons, rendez-vous séparément derrière la ville, au pied du pilier sur la colline. Nous nous retrouverons là-bas dans 1 heure. Sans faute, Geralt, s'écria Angoulême. Enfin, putain. En un clin d'œil, il ne resta plus dans la cuisine que Geralt et la poule tachetée, et le vampire, qui continuait d'absorber tranquillement son bouillon de nouilles. «
Tu attends une invitation spéciale demanda froidement le sorceleur. Qu'est-ce que tu fais, encore assis là, au lieu de charger ta mule, Dracule, et de faire tes adieux au succube? Geralt, répliqua froidement, calmement Régis, en se resservant un bol de bouillon. Faire mes adieux au succube ne prendra autant de temps qu'il t'en faudra pour faire les tiens à ta noiraude, en supposant que tu en aies l'intention. Et, soit dit entre nous, tu peux envoyer les genoux faire leur bagage à corps et à cri. Moi, j'ai droit à mieux, ne serait-ce que par respect pour mon grand âge. J'aimerais donc quelques mots d'explication. Régis, une explication, Geralt. Plus vite tu commenceras, mieux ce sera. Je t'aiderai. Hier matin, tu as rencontré, comme il était prévu, le régisseur des caves de Pomerol. Alcide Firibra, le régisseur à la barbe noire des caves de Pomerol, dont le sorceleur avait fait la connaissance à la faisanderie la veille de la Yule, attendait sur une mule près de la grille du palais, vêtus et équipés comme s'ils les avaient projetés de partir loin, très loin, au bout du monde, au-delà de la porte de Solveig et du col d'Escargadé. C'est que ce n'est pas tout près, à vrai dire, répliqua-t-il en réponse à la remarque acide de Geralt. À vos yeux, messire, vous qui êtes un grand voyageur, notre petite principauté de Toussaint ressemble sans doute au trou du cul du monde. Vous pensez qu'on peut la traverser de part en 2 coups de cuillère à peau. Mais vous faites erreur. Pour arriver jusqu'aux caves de Pomerol, puisque telle est notre destination, il y a un bon bout de chemin. Si nous y parvenons d'ici à midi, ce sera déjà formidable. C'était donc une erreur de nous mettre en route si tard, observa le sorceleur d'un ton sec. Ma foi. Peut-être était-ce une erreur. Alcides Firdebass lui lança un regard furtif en soufflant dans sa moustache. Mais j'ignorais que vous étiez de ceux qui se lèvent aux aurores, car c'est chose rare chez les grands seigneurs. Je ne suis pas un grand seigneur. En route, monsieur le régisseur. Ne perdons pas de temps en parlottes inutiles. Vous me l'ôtez de la bouche. Ils traversèrent la ville pour éviter de faire un détour. Geralt s'apprêtait à protester, craignant qu'il ne s'enfonce dans les ruelles pleines de monde, mais il s'avéra très vite que le régisseur Firdebass connaissait fort bien les rues de la ville. Il savait notamment lesquelles étaient désertes à cette heure-ci. Ils progressèrent rapidement et sans encombre. Ils arrivèrent sur la place du marché, passèrent devant l'échafaud et devant le gibet où pendait un cadavre. Il n'est pas prudent de composer des vers et de chanter des chansons, fit observer le régisseur en désignant la potence d'un mouvement de tête, surtout en public. Les tribunaux sont sévères ici. Geralt avait rapidement compris de quoi il retournait. Ailleurs, les pamphlets sont punis du pilori. Tout dépend de la personne visée dans ces pamphlets, précisa Alcides Firdebass, et de quelle manière ils sont écrits. Notre princesse est bonne et aimable, mais quand elle se fâche, comme le digne de mes connaissances, on ne peut faire taire les chansons. Les chansons, non, mais le chanteur, oui, sans problème. Ils quittèrent la ville en passant par la porte du tonnelier, pour se retrouver directement dans la vallée de la blessure, dont les rapides grondaient et bouillonnaient d'écume. Dans les champs, seules les ornières et les renfoncements étaient encore couverts de neige. Mais il faisait assez froid. Ils furent dépassés par une suite de chevaliers, qui se dirigeaient sans doute vers le col de Cervantes en direction de Vedette, le poste de garde de la frontière. Ils arborèrent une myriade de couleurs et de colifichets de toutes sortes, griffons, lions, cœurs, fleurs de lys, étoiles, croix, chevrons, sur leurs pavois, leurs manteaux et leurs caparaçons. Les sabots résonnèrent, les étendards claquèrent au vent, les paroles d'une chanson chrétienne retintèrent. Celle-ci racontait le destin tragique d'un chevalier de sa douce qui, plutôt que d'attendre son retour, avait convolé vers un autre. Geralt les suivait des yeux. La vue des chevaliers errants le fit songer à Reinhard de Boisfresne, qui venait de finir son service et se ressourçait dans les bras de sa belle. Le mari de sa dulcinée, un négociant, n'était pas rentré depuis plusieurs jours. Retenu sans doute sur la route par une rivière en crue, des sous-bois peuplés d'animaux sauvages ou toute autre folie de Dame Nature. Le sorceleur n'aurait nullement souhaité arracher Reinhard des bras de sa maîtresse, mais il regrettait sincèrement de ne pas avoir reporté cette mission à une date ultérieure. Il s'était pris d'amitié pour le chevalier, sa compagnie lui manquait. « Allons-y, monsieur le sorceleur. Allons-y, monsieur Firbass. » Ils s'élancèrent le long de la route qui suivait la rivière. Le cours de la blessure serpentait, méandreux, mais elle était traversée par quantité de petits ponts.
Ils n'eurent donc pas à faire de détour. De la vapeur sortait des naseaux d'Ablette et de la mule. Qu'en pensez-vous, monsieur Firbas? L'hiver va-t-il durer longtemps? À Sauvine, il gelait, et comme le dit le dicton, si à Sauvine tu vois des glaçons, prévois de chauds caleçons. Je vois. Et vos vignes, le froid ne leur sera-t-il pas néfaste? Il a déjà fait plus froid. Ils chevauchèrent quelque temps en silence. Tenez, regardez là-bas, dans la vallée se trouve le village Les Fosses des Renards. Aussi étonnant que cela puisse paraître, dans ces champs poussent des marmites. Pardon? Oui, je dis bien des marmites. Elles prennent naissance au creux de la terre, comme ça, d'elles-mêmes, grâce aux seuls soins de la nature, sans aucune assistance humaine. Comme ailleurs poussent des pommes de terre ou des navets, aux fosses des renards poussent des casseroles, de toutes les formes et de toutes les tailles. Vraiment? Juré craché. Du coup, les habitants ont développé des relations commerciales avec le village de Dunoamect, car là-bas, d'après la rumeur, la terre engendre des couvercles de marmites. De toutes les formes et de toutes les tailles. Tout juste, monsieur le sorceleur, tout juste. Poursuivèrent leur route, en silence. La blessure bruissait et écumait sur les cailloux. Je veux pas être méchant, mais bon, je pense qu'il se fait un peu couillonner. Hein. Parce que bon, une marmite qui sort de terre... Pardonnez-moi, petite pause pour boire. Hop là. Et là-bas, voyez, monsieur le sorceleur, ce sont les ruines du château fort de Duntine. Si l'on en croit la légende, ce château était le témoin de scènes terribles. Valgrus, que l'on surnommait l'aventurier, y a assassiné au terme d'atroces tortures son épouse infidèle et son amant et sa mère et sa sœur et son frère, après quoi, il s'est assis et allez savoir pourquoi, il s'est mis à pleurer. J'en ai entendu déjà parler. Seriez-vous donc déjà venu ici? Non. Ah, eh bien alors, c'est que la légende s'étend bien loin. Tout juste, monsieur le régisseur, tout juste. Et cette tourelle joliment construite là-bas, derrière le terrifiant château fort, qu'est-ce que c'est? Là-bas? Oh, c'est un temple. En l'honneur de quelle divinité? Qui donc s'en souviendrait? Qui, en effet? Vers midi, ils aperçurent les vignobles qui s'étendaient sur des collines dont les versants déclinaient doucement vers la blessure. Les branches hérissaient des vignes, taillées proprement, semblaient à cette période de l'année misérablement nues et difformes. Au sommet de la plus haute colline se dressait le château de Pomerol, sa tour, son énorme donjon et sa barbacane battue par les vents. Geralt nota que la route qui menait au château, creusée d'ornières, était autant abîmée par les coups de sabot et les cercles des roues que la grande route. On voyait clairement que des chariots avaient l'habitude de tourner directement de la grande route vers le chemin du château de Pomerol. Bien que cela l'intrigue au plus haut point, il s'abstint de poser la moindre question. Toutefois, en apercevant près du château une quinzaine de voitures attelées et couvertes d'une bâche, des véhicules solides et puissants utilisés pour de longs voyages, il ne put réprimander sa curiosité davantage et interrogea le régisseur. « Des marchands, expliqua ce dernier, des négociants en vin. Des marchands, s'étonna Geralt, comment ça? Je croyais que l'école des montagnes était envahie par la neige et que Toussaint était coupé du monde. Comment donc ces marchands sont-ils arrivés jusqu'ici? Pour les marchands, répliqua sérieusement le régisseur Firbas, il n'existe pas de mauvaise route, du moins pour ceux qui prennent leur travail au sérieux. Eux, monsieur le sorceleur, ont un principe. Quand un but vous guide, il faut trouver le moyen de l'atteindre. Voilà un principe tout à fait pertinent qui mérite qu'on le suive en toutes circonstances. Sans conteste, cependant, pour dire la vérité, certains de ces marchands résident ici depuis l'automne sans pouvoir quitter les lieux,
Mais ils ne perdent pas le moral et se disent « Bah, qu'est-ce que ça fait, pardi? On sera là les premiers au printemps, avant la concurrence. » C'est ce qu'ils appellent « penser positivement ». Voilà un second principe, non moins pertinent, approuva Geralt en hochant la tête. Une chose encore m'intrigue, monsieur le régisseur. Pourquoi ces marchands restent-ils ici à l'écart, au lieu de venir à Beauclair? La princesse n'est-il pas disposée à leur accorder l'hospitalité? Peut-être méprise-t-elle les marchands? Que nenni, répliqua Fier Barras. La princesse ne cesse de les inviter, mais eux persistent à refuser gentiment et continuent de vivre près des vignobles. Pourquoi? À Beauclair, affirme-t-il, ce ne sont que des banquets, festoiements, agapes, beuveries et coucheries. Plutôt que de penser au commerce, l'homme n'y fait que feignanter, s'abêtir et perdre son temps. Or, il faut penser à ce qui est réellement important, au but qui vous guide, sans relâche, sans se laisser distraire par je ne sais quelle fadaise. C'est alors, et alors seulement, qu'on atteint le but que l'on s'est fixé. Vraiment, monsieur Fierbas, dit lentement le sorceleur, je suis heureux d'avoir fait route avec vous. J'ai tiré grand profit de nos conversations. Vraiment grand profit. Et c'est donc de là vraiment que lui vient sa motivation. À la grande surprise du sorceleur, ils ne se dirigèrent pas vers le château de Pomerol, mais ils y poursuivirent leur route un peu plus loin, jusqu'à une autre colline sur laquelle il s'élevait un autre château, plus petit et d'aspect beaucoup plus négligé. Le castel avait pour nom Zubaran. Geralt se réjouit à la perspective de se mettre rapidement au travail. Ce sombre Zubaran, au créneau émietté, avait tout l'air d'une ruine ensorcelée, qui devait, sans aucun doute, regorger de mauvais sorts, de créatures étranges et de monstres. À l'intérieur, dans la cour, en lieu et place des créatures étranges et des monstres escomptés, il vit une dizaine de personnes, absorbées par des occupations aussi ensorcelantes que faire rouler des tonneaux et raboter des planches avant de les clouer. Des odeurs de bois frais, de chaux fraîches, de chats défraîchis, de vin aigre et de soupe de pois emplissaient l'air. La soupe de pois fut bientôt servie. Affamés par la route, le vent et le froid, ils mangèrent de bon cœur et en silence. Un subordonné de Fier Barras, qui se présenta à Geralt sous le nom de Simon Gilka, leur tenait de compagnie. Ils étaient servis par deux servantes, aux tresses blondes, longues d'au moins 2 coudées. Tous deux lançaient au sorceleur des regards si éloquents que celui-ci décida de s'atteler la tâche sans tergiverser. Simon Gilka n'avait pas vu le monstre. La description qu'il en avait provenait d'une tierce personne. Il était noir comme le goudron, et quand il grimpait le long des murs, on pouvait voir les briques à travers lui. Il était comme cette gelée, voyez, monsieur le sorceleur, ou bien, je vous demande pardon, un peu comme de la morve. Il avait des pattes immenses et fines, et des paluches si puissantes, il en avait 8, et même plus encore, mais Yontek, lui, restait là à le regarder, comme hypnotisé, jusqu'à ce qu'il ait finalement un éclair et qu'il se mette à hurler à pleine voix « Disparaît, trépasse !» avant d'ajouter une formule d'exorcisme « Crève donc à présent, satané fils de bâtard !» Là-dessus, ni une ni deux, voilà le monstre qui décampe et c'est tout ce qu'on a vu de lui. Elle s'est engouffrée dans les mandibules de l'enfer. Alors les gars ont dit « S'il y a un monstre ici, donnez-nous une augmentation en guise de compensation, sinon on va aller se plaindre à la guilde des conditions de travail néfastes pour la santé. » Votre guilde, que je leur ai répondu, peut bien me... Quand le monstre a-t-il été vu pour la dernière fois? L'interrompit Geralt. Bon, ça fait 3 semaines, un peu avant Yaloul, quelque chose comme ça. Vous avez dit avant la masse, vous aviez dit avant la masse, dit le sorceleur en se tournant vers le régisseur. Le visage d'Alcide Fier Barras s'empourpra aux endroits que sa barbe avait laissés visibles. Gilka pouffa. Eh bien, monsieur le régisseur, quand on veut se charger de l'intendance, il faut venir chez nous plus souvent, au lieu de rester à Beauclair à polir de son cul le tabouret de son petit comptoir. À mon avis, votre avis ne nous intéresse pas, interrompit Fier Barras. Parlez-nous du monstre. Bah, j'ai déjà tout raconté, tout ce qu'il y avait à dire. Il n'y a pas eu de victime, personne n'a été attaqué. Non, mais l'an passé, un valet de ferme a disparu sans laisser de traces. Certains ont dit que le monstre l'avait entraîné dans un gouffre et éliminé. D'autres encore que c'était pas du tout le monstre, mais que ce valet s'était volatilisé de lui-même, ni vu, ni connu, et tout ça à cause de ses dettes et de la panse élémentaire. Parce que, notez-le bien, il jouait sec au dé, et en plus de ça,
Il avait engrossé la fille du meunier. Elle s'est précipitée au tribunal et le tribunal a ordonné au valet de payer une panse élémentaire. Personne d'autre n'a été attaqué par le monstre, l'interrompit Geralt sans ménagement. Personne d'autre ne l'a vu? Non. L'une des servantes versa un nouveau verre de vin local à Geralt et en profita pour plaquer sa poitrine contre son oreille, après quoi elle lui fit un clin d'œil amène. « Allons-y, dit rapidement Geralt, il n'y a pas de temps à perdre. Conduisez-moi aux caves. » Il fallait bien le reconnaître, l'amulette de Fringilla n'était pas à la hauteur des espoirs placés en elle. Cette découverte, aussi fâcheuse fut-elle, ne surprit pas Geralt outre mesure. Il n'avait pas cru un seul instant que la chrysoprase taillée et enchâssée dans une monture d'argent pourrait remplacer son médaillon de sorceleur à tête de loup. Du reste, Fringilla ne s'y était pas engagée le moins du monde. Sûre d'elle, la magicienne lui avait néanmoins garanti qu'après s'être harmonisée avec le psychisme de son propriétaire, l'amulette serait capable de diverses choses, y compris de le prévenir de tout danger. Reste à voir, ça du coup, hein, de ce que je comprends. Pourtant, soit les sortilèges de Fringilla n'avaient pas marché, soit Geralt et l'amulette n'avaient pas la même conception du danger. Alors qu'ils se dirigeaient vers les caves, la chrysophrase frémit de manière à peine perceptible au moment où ils coupèrent la route à un énorme charroux qui paradait, la queue en l'air, dans la cour d'honneur. Le chat, du reste, dut capter un signal en provenance de l'amulette, car il décampa en miaulant d'effroi. Ensuite, lorsque le sorceleur pénétra dans les caves, le médaillon se mit à vibrer nerveusement, à tout bout de champ, alors qu'il s'agissait de petites caves sèches, convenables et propres, où seul le vin, contenu dans les immenses tonneaux, présentait un danger éventuel menaçant d'une terrible gueule de bois quiconque se serait dirigé la bouche grande ouverte en direction de la bonde. En revanche, le médaillon resta parfaitement immobile lorsque Geralt, quittant la partie explorée des fosses, descendit un escalier pour s'aventurer plus bas dans les galeries. Le sorceleur savait depuis un moment déjà que la plupart des caves de Toussaint se trouvaient des mines très anciennes. Lorsque les vignes avaient commencé à prospérer et à assurer à leurs propriétaires de meilleurs profits, l'exploitation des minerais avait très probablement cessé. Les mines avaient été abandonnées et une partie des couloirs et des galeries avait été transformée en entrepôts ou en caves à vin. Les châteaux de Pomerol et de Zubaran étaient situés au-dessus d'une ancienne mine de schiste. Ici, les trous et les galeries pullulaient. Il suffisait d'une minute d'inattention pour se retrouver enseveli au fond d'une cavité. Une partie des trous était jonchée de planches pourries qui, couvertes de poussière de schiste, ne se distinguaient pratiquement pas du sol. Avancer imprudemment sur ces planches était dangereux. Le médaillon aurait donc dû mettre le sorceleur en garde, mais il ne fit rien. Pas plus qu'il ne réagit, lorsque, à quelques 10 pas devant Geralt, surgissant d'un éboulis de schiste, une forme grise indistincte agrippa le mur de ses griffes, effectua un entrechat sauvage, poussa un hurlement strident, puis courut le long du corridor en sifflant et en ricanant avant de piquer une tête dans l'une des niches béantes du mur. Le sorceleur poussa un juron. L'objet magique réagissait au passage d'un charroux, mais pas à celui d'un gremlin. « Il va falloir que j'ai une petite discussion avec Fringilla, songea-t-il, en s'approchant du trou dans lequel avait disparu la créature. L'amulette vibra fortement. Pas trop tôt, se dit-il. Mais il réfléchit plus avant. En fin de compte, il se pouvait que le médaillon ne soit pas aussi inefficace qu'il le croyait. La tactique préférée des gremlins consistait à se sauver et attendre un piège leur poursuivant qu'ils attaquaient à l'improviste en le lacérant de leurs griffes aiguisées comme des faux. Peut-être qu'un gremlin était tapi, là, dans le noir, et que le médaillon en informait le sorceleur. Geralt resta longtemps à l'affût, retenant sa respiration, l'oreille aux aguets. L'amulette reposait tranquillement, immobile, sur sa poitrine.
Une désagréable odeur de moisi s'échappait du trou. Mais il régnait un silence de mort. Aucun gremlin ne résisterait aussi longtemps dans le silence. Sans se poser davantage de questions, le sorceleur pénétra dans le trou et avança à quatre pattes, ses épaules frôlant les parois rugueuses. Il n'alla pas très loin. Un bruissement, un crissement se fit entendre, le sol se déroba sous ses pieds et le sorceleur tomba dans le vide en même temps que plusieurs quintaux de sable et de gravillon. Par chance, la chute fut brève. Il ne dégringola pas dans un précipice sans fond, mais se retrouva dans une simple galerie. Éjecté comme de la merde d'un tuyau de canalisation, il atterrit avec fracas sur un tas de bois pourri. Il secoua la tête et recracha le sable qu'il avait dans la bouche, proférant des jurons particulièrement grossiers. L'amulette vibrait continuellement, martelant sa poitrine comme le bec d'un moineau à la recherche de nourriture. Le sorceleur se retint de l'arracher de son cou et de l'envoyer au diable. Premièrement, Fringilla serait furieuse. Deuxièmement, la chrysophrase possédait, paraît-il, d'autres facultés magiques. Geralt espérait que celle-ci se montrerait plus efficace. Tandis qu'il tentait de se relever, sa main rencontra une boîte crânienne. Il comprit alors que ce sur quoi il était tombé n'était pas du tout un tas de bois. Il se leva, inspecta rapidement le monticule d'os. C'étaient des os humains. Au moment de mourir, toutes ces personnes avaient des menottes aux poignets, elles étaient nues, très probablement, leur os avait été broyé et mâchouillé. Sans doute est-elle déjà morte à ce moment-là, mais ce n'était pas sûr. Pour sortir de la galerie, Geralt suivit un long corridor aussi rectiligne qu'une flèche. Le mur de schiste était assez lisse, l'endroit ne ressemblait plus à une mine. Soudain, il fit irruption dans une immense caverne dont le plafond disparaissait dans l'obscurité. Au milieu de la caverne, il y avait un énorme trou sombre, sans fond, surmonté d'un petit pont de pierre qui ne semblait pas très résistant. De l'eau suintait des murs, le clapotement des gouttes résonnait dans la grotte. On sentait le froid et la puanteur monter du précipice. L'amulette se comportait sagement. Geralt s'engagea sur le pont, vigilant et concentré, s'efforçant de se tenir loin de la balustrade branlante. Après le pont, il découvrit un nouveau corridor. Sur les murs bien lisses, il remarqua des poignées rouillées, destinées à recevoir des torches, ainsi que des niches. Certaines d'entre elles abritaient des statuettes de sable. Cependant, l'eau qui goûtait depuis des années les avait blanchies et diluées en idoles informes. Des reliefs avaient également été encastrés dans le mur. Reliés avec un matériau plus résistant, on pouvait en distinguer les contours plus facilement. Geralt reconnut une femme avec des cornes en forme de lune, une tour, une hirondelle, un sanglier, un dauphin, une licorne. Il entendit une voix. Il s'arrêta, retint son souffle. Son amulette se mit à vibrer. Non, ce n'était pas une illusion. Ce n'était pas le craquellement du schiste qui s'effritait, ni l'écho de l'eau qui s'égouttait. C'était une voix humaine. Geralt ferma les yeux, tendit l'oreille pour localiser le bruit. La voix, le sorceleur se serait fait hacher menu, provenait de la niche suivante, de derrière une statuette érodée, mais qui avait conservé ses généreuses formes féminines. Cette fois, le médaillon fut à la hauteur. Il y eut un éclair, et Geralt perçut soudain, dans le mur, un reflet métallique. Il saisit la statuette d'une main ferme et la tourna d'un geste vif. Un grincement retentit, puis toute la niche pivota sur des gonds métalliques, découvrant un escalier en colimaçon. Il entendit la voix de nouveau. Elle provenait du haut des marches. Geralt ne tergiversa pas longtemps. Il gravit l'escalier et se retrouva devant une porte. Celle-ci s'ouvrit sans résistance, sans même grincer. Derrière la porte, il découvrit une voûte, abritant une pièce minuscule. 4 tuyaux en cuivre, énormes, en forme de trompe, sortaient des murs. Au centre de la pièce, entre 2 orifices, était installé un fauteuil, et sur le fauteuil trônait un squelette. Du sommet de son crâne pendait une barrette qui lui arrivait presque au niveau du menton. Le squelette était vêtu de lambeaux, vestiges de riches atours d'autrefois. Il portait une chaîne en or autour du cou, et aux pieds, des chaussures en cuir de Cordoue, aux pointes trouées, grignotées par les rats. Un éternuement résonna bruyamment dans le tuyau. Le sorceleur en fut si surpris qu'il sursauta.
Puis, il entendit quelqu'un se moucher. L'écho qui lui parvint à travers le tuyau de cuivre était absolument diabolique. « À votre santé, dit une voix. Vous êtes bien enrhumé, Skellen. » Geralt fit basculer le squelette du fauteuil, sans oublier auparavant de lui ôter sa chaîne en or qu'il fora dans sa poche. Puis, il prit place sur le siège et approcha son oreille de l'orifice de la trompe. Assez inattendu du coup. Comme souvent, j'ai envie de dire, depuis le début de ce tome, c'est très très inattendu ce qu'on a à chaque fois. Ce qui n'est pas pour déplaire d'ailleurs. Aïe, je suis fait mal tout seul. Ça va, vous passez un bon moment? Hop. J'ai l'impression en fait que depuis le début, du tome 7, on est dans un passage de transition très long. Où on va avoir une série de révélations qui vont arriver dans un chapitre ou deux. Et que là on est juste à la transition, où l'auteur est en train de tout amorcer pour tout pip, 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 qui nous tombe dessus après. Donc du coup, j'aime bien, moi ça dépend. Enfin des fois c'est un peu chiant quand c'est trop long les phases de transition, mais là c'est pip, pip, plante des petites graines et après paf, il y a tout qui va exploser. L'une des voix qui lui parvenait était grave, sourde et si profonde que le tuyau de cuivre vibrait lorsqu'elle parlait. « Vous êtes bien enrhumé, Skellen. Où donc avez-vous pris froid, et quand ?»« Ça ne vaut pas la peine d'en parler, » répliqua l'homme enrhumé. « Maudit rhume, il s'est installé et ne veut plus me lâcher. Il s'éloigne et revint de plus belle. Même la magie n'y peut rien. Peut-être serait-il judicieux de changer de magicien, » proposa une nouvelle fois une voix grinçante comme un vieux gond rouillé. « Ce Wiggelfort, pour l'heure, ne peut se prévaloir de nombreux succès, si vous voulez mon avis. Après mon... » « Laissons cela, » intervint quelqu'un d'autre. Celui-là avait la voix traînante. « Ce n'est pas pour cette raison que j'ai organisé cette assemblée ici, à Toussaint, au bout du monde. Dans un trou perdu du bout du monde. Ce bout du monde, dit l'homme enrhumé, est le seul pays que je connaisse qui ne possède pas son propre service de sécurité, le seul recoin de l'Empire qui ne soit pas truffé d'agents de Vati de Rideau. Cette principauté, qui vit dans la joie et l'ivresse perpétuelle, est considérée comme un théâtre d'opérette. Personne ne la prend au sérieux. Ces petits territoires, fit remarquer l'homme à la voix traînante, ont toujours été un paradis pour les espions et leur lieu de rencontre préféré. C'est pourquoi ils s'attirent également le contre-espionnage, les mouchards et autres furteurs professionnels. Autrefois, peut-être. Mais plus depuis l'instauration du règne des femmes, il y a près de 100 ans maintenant. Je le répète, nous sommes ici en sécurité. Personne ne nous débarquera ni nous espionnera. En nous faisant passer pour des marchands, nous pouvons tranquillement discuter de questions ô combien vitales, surtout pour vos altesses royales, pour vos fortunes et latifunda personnelles. Je méprise les intérêts privés, voilà la vérité, s'emporta l'homme à la voix grinçante. Ce n'est pas pour cela que je suis là. Je me soucie uniquement du bien de l'Empire, et le bien de l'Empire, messieurs, repose sur une dynastie forte. Il serait par conséquent déplorable que monte sur le trône une bâtarde, fruit pourri d'un sang mauvais, d'une miette de cobaye malade physiquement et mentalement. Mon messieurs, moi, Devette, héritier des Devette, je ne resterai pas assis sans rien faire par le grand soleil, d'autant qu'on avait déjà pratiquement promis à ma fille... Ta fille, Devette, beugla l'homme à la voix de basse, et moi, que devrais-je dire, moi qui, au moment de la lutte contre les usurpateurs, avais alors soutenu Émir, qui n'est encore qu'un gamin. C'est de ma propre résidence que les cadets se sont précipités pour prendre le palais. Et avant cela, c'est chez moi qu'il s'était caché. À l'époque, cet imposteur gardait ma fille, Hélène, favorablement. Il lui faisait des sourires et des compliments. Et en douce, je le sais, il lui plottait les nichons. Et aujourd'hui, que se passe-t-il? Une autre impératrice? Un tel affront, un tel soufflet?
L'empereur de l'Empire éternel préfère aux filles des anciennes familles cette vagabonde de Sintra, alors que c'est grâce à moi qu'il est sur le trône. Il ose faire outrage à ma fille? Non, je ne le supporterai pas. Ni moi non plus, s'écria une nouvelle voix, aiguë et exaltée. À moi aussi il a fait outrage. Il a dédaigné ma femme au profit de cette vagabonde sintrasienne. Par chance, intervint l'homme à la voix traînante, cette vagabonde a été expédiée dans l'autre monde, d'après le rapport que nous a fait M. Skellen. J'ai écouté ce rapport attentivement, dit l'homme à la voix grinçante, et je suis parvenu à la conclusion que le seul fait établi est que la vagabonde est disparue. Et s'il a disparu, elle peut réapparaître à tout moment. Depuis l'été dernier, elle s'est livrée à ce petit jeu à plusieurs reprises. En vérité, M. Skellen, vous nous avez profondément déçus, vous et votre magicien Wiggelfortz. L'heure n'est pas aux accusations et aux dénonciations, Joachim. Nous devons rester unis, déterminés, et éviter la discorde, car peu importe que la Sintrasienne soit ou non en vie, combien de fois l'empereur a-t-il insulté les anciennes familles? Il continuera de le faire. La Sintrasienne n'est plus là, dans quelques mois, il nous ramènera une impératrice originaire de Zerikan ou de Zangebar. Non, par le grand soleil, nous ne le permettrons pas. Nous ne le permettrons pas. Voilà ce qu'il en est. Tu dis juste, Ardal. La lignée des Éméris a déçu nos attentes. Chaque minute qu'Émir passe sur le trône nuit à l'Empire. Voilà ce qu'il en est. Mais nous avons quelqu'un à placer sur le trône. Le jeune Voris. Un éternuement monstrueux retentit, suivi d'un mouchage de nez claironnant. La monarchie constitutionnelle, s'exclama l'éternueur. Il est grand temps d'instaurer la monarchie constitutionnelle, dotée d'un régime progressiste, puis la démocratie, le pouvoir au peuple. L'empereur Voris répéta avec insistance, l'homme à la voix de basse. L'empereur Voris, monsieur Skellen. Marié à ma fille Hélan, ou à l'une des filles de Joachim, après quoi je deviendrai grand chancelier de la couronne, et Devet, feld-maréchal, et vous, monsieur Skellen, comte et ministre des Affaires intérieures, à moins qu'en vertu de vos convictions populistes ou autres, vous préfériez renoncer au titre et à la fonction. Alors, laissons de côté les processus historiques, répondit conciliant l'enrhumé. Ils sont en marche, et rien ne les arrêtera. Pour ce qui est d'aujourd'hui, si j'ai quelques réticences envers le prince Voris, grand chancelier Ebdei, c'est avant tout en raison de son caractère vaniteux et inflexible. Il n'est pas homme à se laisser facilement influencer. Si je puis me permettre d'intervenir, déclara l'homme à la voix traînante, le prince Voris a un fils, le petit Morvan. Lui ferait un bien meilleur candidat. Premièrement, ses droits au trône sont plus solides, tant du côté paternel que maternel. Deuxièmement, c'est un enfant. À sa place gouvernerait un conseil de régence, c'est-à-dire nous. Sottise, nous nous en sortirons très bien avec le père. Nous trouverons un moyen. Nous lui ferons miroiter une liaison avec ma femme, proposa l'exalté. Taisez-vous donc, comte Bran, ce n'est pas le moment. Mais c'est vrai que lui, il met sa femme depuis tout à l'heure dans l'histoire, mais on s'en fout de ta femme, et qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? C'est quand même dingue. Messieurs, il convient de délibérer d'autre chose, car je tiens à vous faire remarquer qu'Émir Var Emrys règne toujours. Et comment? Considère l'enrhumé en trompettant dans un mouchoir. Il règne, il est en vie, il se porte comme un charme aussi sain de corps que d'esprit. De sa santé mentale surtout, il n'est point permis de douter. Ne s'est-il pas débarrassé de vous deux en même temps que des deux armées qui pourraient vous être fidèles dans ces conditions? Comment voulez-vous, prince Ardal, procéder à un renversement quand d'un jour à l'autre vous pouvez être appelé à partir au combat à la tête du groupe armé Est? Quant à vous, prince Joachim, vous devriez sans doute être déjà auprès de vos troupes, le groupe spécial Verden. Nous t'écoutons, perso, je viens de sortir le plaid. Eh bah, tu as bien raison. Profite bien sous le plaid. Et c'est le mieux. Enfin, dans les live lectures, j'ai des plaids, mais bon, là, du coup, si je mets un plaid, c'est un peu dommage, quoi. Mais je te rejoins par la pensée. Épargne-nous tes sarcasmes, Stephen Skellen. Et ne prends pas ces grands airs dont tu es le seul à penser qu'ils te font ressembler au magicien Wiggelfortz, ton nouveau patron. Sache également ceci, Chat-huant. Si Émir soupçonne quelque chose, c'est votre faute, à toi et à Wiggelfortz. Reconnais-le, vous vouliez attraper la Sintrasienne et la marchander. Vous attirez les bonnes grâces d'Émir. À présent que la jeune fille n'est plus de ce monde, il n'y a plus rien à marchander.
N'est-ce pas? Émir vous fera attacher à des chevaux puis écarteler. Voilà ce qu'il en est. Vous ne relèverez pas la tête, ni toi ni ton sorcier, avec lequel tu t'es lié, contre notre gré. Aucun d'entre nous ne relèvera la tête, Joachim gronda l'homme à la voix basse. Il faut regarder la vérité en face. Notre situation n'est guère meilleure que celle de Skellen. Les circonstances font que nous trouvons tous sur le même bateau. Mais c'est Chahuan qui nous a fait monter sur ce bateau. Nous devions agir dans le secret. Maintenant, qu'en est-il? Émir est au courant de tout. Les agents de Vattier de Rideau traquent Chahuan à travers tout l'Empire. Quant à nous, on nous envoie à la guerre pour se débarrasser de nous. Voilà ce qu'il en est. En l'occurrence, intervint l'homme à la voix traînante, je m'en réjouirai et j'en profiterai. Tout le monde, je puis vous l'assurer, on a plus qu'assez de cette guerre qui s'éternise. L'armée, le peuple, et par-dessus tout les marchands et les entrepreneurs. La fin de la guerre déclenchera dans tout l'Empire une joie immense. Peu importe de quelle manière elle s'achèvera. Or, vous, messieurs, en tant que commandant des armées, vous pouvez à tout moment peser, si je puis m'exprimer ainsi, sur le résultat de la guerre. Quoi de plus simple en cas de victoire finale que de vous couvrir de lauriers, ou bien en cas de défaite, de vous faire passer pour des hommes providentiels, porte-parole des négociations, ayant mis un terme à ce bain de sang. C'est vrai, acquiesça au bout d'un moment celui à la voix basse, grinçante. Par le grand soleil, vous avez raison, voilà qui est bien dit, monsieur Levarden. En nous envoyant sur le front, reprit l'homme à la voix basse, Émir s'est lui-même passé la corde autour du cou. Émir est encore en vie, messieurs les princes, fit remarquer l'exalté. Il est en vie et il se porte bien. Ne vendons pas la peau de l'ours. Non, dit celui à la voix basse. Nous tuerons l'ours avant. Le silence dura longtemps. Un attentat, donc? La mort? La mort. La mort, c'est la seule solution. Tant qu'il est en vie, Émir aura des partisans. Quand Émir mourra, ils nous soutiendront tous. L'aristocratie se rangera à nos côtés, car l'aristocratie, c'est nous. Et ce qui fait sa force, c'est sa solidarité envers les siens. Une partie non négligeable de l'armée se rangera à nos côtés, surtout le corps des officiers qui n'ont pas pardonné à Émir, ses purges après la défaite de Soden. Et le peuple, lui aussi, nous rejoindra. Parce que le peuple est obscur, stupide et facilement manipulable, acheva Skellen en se mouchant. Il suffit de hurler « Hurrah !» de prendre la parole du haut de Sénat, d'ouvrir les prisons et de baisser les impôts. Vous avez parfaitement raison, comte, dit l'homme à la voix traînante. Je comprends mieux pourquoi vous prenez si ardemment fait et cause pour la démocratie. Je vous préviens, messieurs, ce ne sera pas aussi facile que vous le pensez, grinça le dénommé Joachim. Tout notre plan repose sur la mort d'Émir, mais on ne peut occulter le fait qu'il possède de nombreux partisans. Il a avec lui plusieurs corps d'armée, une garde fanatique. Il ne sera pas facile de se frayer un chemin à travers la garde Impera. Soyez certains que chacun des hommes qui la composent luttera jusqu'au bout. Et c'est là que Vilgefortz intervient, déclara Stephen Skellen. Nous n'aurons pas à investir le palais, ni à nous frayer un chemin à travers l'Impera. Il suffira d'un seul émeutier doté d'une protection magique, exactement comme à Tretogor, juste avant la rébellion des magiciens sur Thanedd. L'assassinat du roi Radovid de Ridani, c'est cela. Et Vilgefortz dispose-t-il d'un tel émeutier? Oui, et pour vous prouver notre confiance, messieurs, je vais vous dévoiler son identité. Il s'agit de la magicienne Yennefer, que nous retenons prisonnière. Prisonnière? J'ai entendu dire que Yennefer était la complice de Vilgefortz. Elle est sa prisonnière. Envoûtée et hypnotisée, elle se chargera d'exécuter l'attentat comme un golem, après quoi, elle se suicidera. Une sorcière envoûtée? Cela ne me plaît pas trop, dit l'homme à la voix traînante. Sous l'effet du dégoût, son débit était encore plus lent qu'à l'accoutumée. Un héros, un idéologue enflammé, un vengeur aurait mieux fait l'affaire. Une vengeresse, interrompit Skellen, ça lui va comme à un gant, monsieur Levarden. Yennefer se vengeant de l'offense que lui a infligée le tyran. Émir a traqué et condamné à mort sa protégée. Une enfant innocente, cet horrible autocrate, ce pervers, plutôt que de veiller sur l'Empire et le peuple, a traqué et torturé une enfant. Pour le punir, elle le frappera de sa main vengeresse. Pour moi, déclara Erd Ebdei de sa voix basse, c'est parfait. Pour moi aussi, grinça Joachim de Vette. Excellent, s'écria d'une voix exaltée le comte Broine. Pour avoir violenté les épouses d'autrui, le tyran pervers sera frappé par une main vengeresse. Encore une chose, intervint Levarden de sa voix traînante.
Donnez-nous un autre gage de confiance, monsieur le comte Skellen, et dites-nous où se trouve actuellement, monsieur Wigglefort. Monsieur, je n'ai pas le droit. Ce serait une garantie, un gage de sincérité et de dévouement à la cause. N'aie pas peur de trahir ton maître, Stéphane, ajouta Ebdei. Aucun de nous ne te trahira. C'est là tout le paradoxe. En d'autres circonstances, peut-être que certains parmi nous auraient été tentés de sauver leur peau en trahissant les autres. Mais nous tous ici présents savons parfaitement que la prévarication ne nous mènera à rien. Emir Varimris ne pardonnerait pas un tel acte. Il n'en serait pas capable. Il a un bloc de glace à la place du cœur. Et c'est pourquoi il mourra. Stéphane Skellen n'hésita pas davantage. Eh bien, soit, dit-il, que cela soit un gage de sincérité. Wigglefort se cache à... Assis près de l'orifice des tuyaux, le sorceleur serra les poings si fort qu'il en eut presque mal. Il tendit l'oreille et affûta sa mémoire. On comprend un peu mieux du coup pourquoi il est parti. Mais du coup c'est intéressant. On a les explications de bon du coup pourquoi Geralt part, mais on a aussi comment ça s'est passé là, quand ça a pété sur quand ça a pété sur l'île des magiciens. On savait que c'était un complot, on savait pas trop de comment ça venait et tout. Bah maintenant du coup on a toutes les réponses d'où est-ce que ça vient, comment ça a été fait, etc. Les doutes du sorceleur quant à l'efficacité de l'amulette de Fringilla étaient injustifiés, et ils se dissipèrent en un clin d'œil. Lorsqu'il pénétra dans la grande caverne et s'approcha du petit pont de pierre qui surmontait le sombre précipice, le médaillon se mit à s'agiter dans tous les sens, non plus comme un moineau, mais comme un oiseau grand et fort, tel un freux par exemple. Geralt se figea et immobilisa son amulette. Il ne fit pas le moindre geste afin que pas un bruissement ni même un souffle ne trouble son ouïe. Il attendit. Il savait que de l'autre côté du précipice, derrière le pont, quelques créatures se cachaient dans le noir. Il n'excluait pas non plus qu'elles puissent se trouver dans son dos ou que le pont soit un piège. Il n'avait pas l'intention de se laisser prendre. Il attendit. Et son attente fut récompensée. « Bienvenue, sorceleur, entendit-il. Nous t'attendions. » La voix qui lui parvenait de l'obscurité avait une résonance étrange. Mais Geralt avait déjà entendu ce genre de voix, il la reconnaissait. C'était celle d'une créature qui n'était pas habituée à se faire comprendre au moyen du langage. Alors qu'elle savait utiliser l'appareillage de leurs poumons, diaphragme, trachée et larynx, ces créatures ne maîtrisaient pas totalement l'articulation et ses rouages, même si leurs lèvres, leur langage et leur palais avaient la même structure que ceux des humains. Le son qu'elles émettaient était plutôt désagréable pour l'oreille humaine. Ils pouvaient aussi bien être puissants et criards que sifflants et chuintants. Les mots prenaient dans leur bouche des accentuations singulières. « Nous t'attendons, répéta la voix. Nous savions que tu viendrais si on t'attirait ici avec des rumeurs, que tu te glisserais sous terre pour nous traquer, nous pourchasser, nous persécuter, nous tuer. Tu ne sortiras pas d'ici. Tu ne verras plus ce soleil que tu aimais tant. Montre-toi. » Derrière le pont, quelque chose remua dans les ténèbres. Par endroits, on aurait dit que l'obscurité était plus épaisse et avait presque pris forme humaine. Le monstre donnait l'impression d'être constamment en mouvance, changeant de position et d'endroit au gré de déplacements rapides et nerveux. Le sorceleur avait déjà vu semblable créature. « Un Korred, affirma-t-il froidement. J'aurais dû m'y attendre. Il est même étonnant que je ne sois pas tombé sur un représentant de ton espèce plus tôt. Voyez-vous ça ? L'ironie était perceptible dans la voix du monstre mouvant. Il m'a reconnu dans le noir, et lui aussi, tu l'as reconnu, et celui-là, et cet autre-là. Trois autres monstres, silencieux comme des fantômes, surgirent de l'obscurité. L'un d'eux se cachait derrière le Korred, un humanoïde lui aussi, en jugé par sa taille et son aspect général, mais plus petit, plus difforme et plus simiesque. Geralt savait que c'était un Cumulus.
Comme il l'avait justement deviné, les deux derniers monstres se cachaient un peu plus loin derrière le pont, prêts à lui barrer la broute s'il décidait de le traverser. Le premier, sur sa gauche, fit grincer ses griffes comme une énorme araignée agitant ses pattes. C'était un gicleur. Le dernier monstre, qui avait plus ou moins la forme d'un candélabre, semblait sortir directement du mur de schiste lézardé. Geralt ne parvenait pas à l'identifier. Ce monstre ne figurait dans aucun livre de sorceleur. « Je ne vous cherche pas, Noise, annonça-t-il. Plutôt que de surgir des ténèbres et lui sauter purement et simplement à la gorge, les monstres avaient entamé la conversation, et Geralt comptait en tirer profit. « Je ne vous cherche pas, Noise, répéta-t-il, mais s'il le faut, je me défendrai. »« Nous le savons, l'informa le Corrède de sa voix sifflante. C'est pourquoi nous sommes 4. C'est pourquoi nous t'avons attiré ici. Tu nous as empoisonné la vie, vaurien de sorceleur. Certains des trous de ce coin du monde sont un endroit rêvé pour hiverner. Nous y passons l'hiver depuis la nuit des temps, et aujourd'hui, tu nous introduis ici pour nous chasser, vauriens, nous traquer, nous pister, nous tuer pour de l'argent. C'en est fini de tout ça, et de toi aussi. Écoute, Corrède, parle-moi plus gentiment, beugla le monstre. Je ne supporte pas la muflerie. Comment dois-je... Monsieur Schwertz. Eh bien, soit, monsieur Schwertz, reprit Geralt d'un ton qui se voulait docile et humble. Voici comment se présentent les choses. Je suis venu ici, je ne le cache pas, en tant que sorceleur avec pour mission de vous tuer. Je vous propose d'oublier tout cela, car il s'est produit dans ces sous-sols quelque chose qui a radicalement changé la donne. J'ai appris quelque chose d'extrêmement important pour moi, quelque chose qui peut transformer ma vie entière. Et qu'est-ce que doit résulter de ce que tu as appris ? Geralt était un modèle de calme et de patience. Je dois remonter à la surface sur le champ, sans perdre un instant, prendre immédiatement la route pour entamer un long voyage. Un voyage qui peut se révéler sans retour. Je ne pense pas revenir jamais dans cette contrée. C'est ainsi que tu comptes sauver ta tête, sorceleur, siffla M. Gertz. Raté. Tes supplications sont vaines. Nous t'avons pris au piège et ne te laisserons pas t'échapper. Nous allons te tuer en pensant non seulement à nous-mêmes, mais aussi à tous nos frères, pour la liberté, si je puis m'exprimer ainsi, la nôtre et la leur. Non seulement je ne reviendrai pas dans ces contrées, reprit patiemment Geralt, mais je cesserai définitivement mon activité de sorceleur. Plus jamais je ne tuerai l'un d'entre vous. Tu mens parce que tu es mort de peur. Mais comme je l'ai dit, je dois sortir d'ici au plus vite. Geralt, cette fois, ne se laissa pas distraire. Vous avez donc le choix entre deux options. Soit vous croyez en ma sincérité et vous me laissez sortir d'ici, soit je remonterai à la surface en marchant sur vos cadavres. Tu oublies la troisième possibilité, tu te transformes toi-même en cadavre. Dans un bruit métallique, le sorceleur tira son épée de son fourreau, qu'il portait dans le dos. « Je ne mourrai pas seul, déclara-t-il froidement. Soyez-en sûr, monsieur Gertz. » Le Corrède resta silencieux, quelques instants. Le Cumulus qui se cachait derrière lui se balançait en se raclant la gorge. Le gicleur pliait et détendait ses pattes. Le monstre en forme de candélabre changea d'aspect. Il ressemblait à présent à un petit sapin bancal doté de gros yeux phosphorescents. « Donne-moi une preuve de ta sincérité et de tes bonnes intentions, dit enfin le Corrède. Comme quoi ? Ton épée. Tu prétends que tu cesseras d'être sorceleur. Or, c'est l'épée qui fait le sorceleur. Jette-la dans le précipice ou brise-la. Alors, nous te laisserons sortir. Geralt resta immobile durant quelques secondes, dans un silence brisé uniquement par les gouttes d'eau qui tombaient des murs et de la voûte. Puis lentement, sans se presser, il enfonça profondément son épée dans une crevasse et brisa la lame avec son pied d'un coup sec et puissant. Celle-ci se fendit dans un gémissement dont l'écho résonnait dans la grotte tout entière. L'eau s'écoulait le long des murs, goutte après goutte, comme des larmes. « J'ai du mal à croire qu'on puisse être aussi stupide, » dit lentement le Corrède. Je vous permets de pré-shot ce qui, je pense, va arriver. Je pense que vous savez que c'est l'heure de la bagarre.
costume pour me battre dignement. Ils se jetèrent tous sur lui en même temps, sans qu'aucun d'entre eux n'ait poussé de cri ou lancé de signal. Le premier à franchir le pont fut M. Schwertz, pointant en avant ses griffes et ses canines dignes de celles d'un loup. Geralt le laissa approcher, puis il pivota vers l'arrière et le frappa, démolissant la mâchoire inférieure et la gorge du monstre. L'instant d'après, il était déjà sur le pont. D'un revers de la main, il éventra le Cumulus, il se recroquevilla et se jeta à terre, juste à temps pour éviter le candélabre qui volait au-dessus de lui. Les serres du monstre effleurèrent à peine sa veste. Le sorceleur s'élança vers le gicleur et ses fines pattes qui clignotaient comme les ailes d'un moulin à vent. L'une d'elles atteignit le sorceleur à la tête. Geralt virevolta en exécutant un large moulinet du bras. Le gicleur bondit de nouveau, mais il rata son coup. Il heurta la barrière qui s'effondra et le monstre fut précipité dans le gouffre en même temps qu'une pluie de cailloux. Il n'avait pas émis le moindre son jusqu'alors, mais tandis qu'il tombait dans le précipice, on l'entendit qui hurlait. Longtemps, très longtemps, les deux survivants l'attaquèrent simultanément, le candélabre d'un côté et de l'autre les Cumulus, en sang, qui, quoique blessés, étaient parvenus à se relever. Mon épée. Le sorceleur sauta sur la petite balustrade du pont. Il sentait les pierres se détacher et tomber les unes après les autres. Il sentait le pont trembler. En se balançant, il se libéra de l'emprise des pattes griffues de candélabre et se retrouva derrière le Cumulus. Ce dernier n'avait pas de coup. Aussi Geralt, let's go, le frappa à la tempe. Mais le crâne du monstre était dur comme du fer. Le sorceleur dut le frapper une seconde fois, et ce faisant, perdit quelques précieuses secondes. Il reçut un coup à la tête. La douleur envahit son crâne et ses yeux. Il virevolta, tenta de se protéger en agitant les bras. Il sentait le froid collé à flot de sous ses cheveux. Il tenta de comprendre ce qui s'était passé, évitant par miracle un deuxième coup de griffe. Il comprit. Le candélabre avait changé de forme. Il était maintenant doté de paluches d'une longueur incroyable. Ce qui n'était pas sans inconvénient. Son centre de gravité et son équilibre s'en trouvaient modifiés. Le sorceleur plongea sous ses pattes, raccourcissant la distance qui le séparait du monstre. En le voyant faire, le candélabre se mit sur le dos tel un chat, tendit vers l'avant ses pattes postérieuses, qui étaient aussi griffées que celles de devant. Geralt bondit au-dessus de lui et le frappa aussitôt. Merde, j'ai plié. Bondit aussitôt. Et le frappa. Il sentit la lame traverser le corps de la créature. Il se déploya, frappa aussitôt encore une fois en retombant sur un genou. Le monstre poussa un cri, tendit le cou en avant et fit claquer sa mâchoire tout près de la poitrine du sorceleur. Ses yeux immenses brillaient dans le noir. Geralt le repoussa brutalement du pommeau de son épée, lui assena un coup rapide qui lui arracha la moitié de la mâchoire. Mais, même ainsi diminué, ce monstre étrange qui ne figurait dans aucun livre de sorceleur continua à faire claquer ses dents pendant plusieurs dizaines de secondes, puis il mourut en libérant une terrible soupir qui semblait presque humain. Allongé dans une mare de sang, le corps était parcouru de tremblements convulsifs. Le sorceleur se redressa devant lui. « J'ai du mal à croire, dit-il, qu'on puisse être assez stupide pour se laisser berner par le coup de l'épée cassée, illusion élémentaire s'il en est. Il n'était pas certain que le Querette soit suffisamment conscient pour l'étendre, mais dans le fond, peu lui importait. Je t'avais prévenu, dit-il, en essuyant le sang qui coulait le long de sa joue. Je t'avais dit que je sortirais d'ici, coûte que coûte. Monsieur Gertz frissonna, émit un râle puis un chuintement. Enfin, il se tut et s'immobilisa. L'eau suintait, goutte après goutte, des murs et de la voûte. Ouais, alors le coup de l'épée, moi j'ai vraiment tordu mon épée en frappant par contre. C'est pas passé loin pour le micro. Alors, ce peu quand vraiment j'ai fait vos coups, j'ai eu dans ma tête le non. D'ailleurs, désolé, j'aurais pu changer, mettre la scène de la bagarre pour vos plaisirs visuels, mais j'ai oublié. Mais j'ai vu, dans ma tête, ça a vraiment fait le non. Et heureusement, ça va. Bon, c'est pas tout, mais je vais remettre mes écouteurs parce que du coup, ça se trouve, vous avez la musique de Oui Oui dans les oreilles et je m'en rends même pas compte. Ça va. Ah.
scène de bagarre. C'est ça qu'on aime. Et c'est avec une épée quelque peu tordue que nous reprenons, et une petite trace d'épée dans le plafond, que nous reprenons notre histoire. Eh bien, monsieur Gérard, quand The Witcher 3, les épées ramenées au forgeron tous les 4 matins. Non mais, je déconne pas, je sais pas si ça se voit. Genre... ça se voit pas, mais j'ai tordu le bout. Genre j'ai frappé un gros coup, et genre j'ai senti l'épée qui s'est pliée, j'étais merde. Mon épée, sire, mon épée elle est cassée. Il l'avait sous-estimée, elle le prit sur le vif. C'était sa faute. Il aurait dû se rendre à l'arrière du palais et conduire Ablett dans la plus grande écurie, celle qui était réservée aux chevaliers errants et au personnel qui abritait aussi les chevaux de son équipe. Dans sa précipitation, il ne l'avait pas fait et s'était rendu par habitude à l'écurie princière. Or, il aurait dû se douter qu'il se trouverait quelqu'un pour le dénoncer. Elle déambulait d'une stalle à l'autre en donnant des coups de pied dans la paille. Elle portait une blouse en satin blanc, une jupe cavalière noire, une fourrure de lynx qui lui arrivait à la taille des doigts. Les chevaux renaclaient, il sentait la colère qui émanait d'elle. « Tiens, tiens !» s'exclama-t-elle en le voyant. Elle agita la cravache qu'elle tenait à la main. « Alors on se sauve, sans un au revoir, car la lettre que je trouverai certainement sur ma table de chevet n'est pas un au revoir, pas après ce qu'il y a eu entre nous. J'imagine que tu as d'excellentes raisons de partir en effet comme un voleur, de partir ainsi comme un voleur. En effet, excuse-moi Fringilla. » À deux doigts de lui lâcher un oui. Heureusement, ce n'était pas une vraie épée matarde. Ah bah, sinon, j'aurais appelé mon proprio. Le jour, j'ai fait un trou dans le mur. Je vous promets, peut-être d'ici 40 ans de stream, je pourrais vous rembourser le trou. Excuse-moi, Fringilla. Le singea-t-elle, la bouche tordue par la colère. Quelle concision, quelle parcimonie, quelle modestie, et quel souci du style. La lettre que tu m'as laissée, j'en donnerais ma tête à couper et sans nul doute rédigée de manière toute aussi exquise. Tu n'as pas dû gaspiller beaucoup d'encre. Je dois partir, bafouilla-t-il. Tu te doutes pourquoi et pour qui? Pardonne-moi, je t'en prie. J'avais l'intention de filer discrètement, sans faire de bruit, car je ne voulais pas que tu essaies de venir avec nous. Ta crainte était sans fondement, répondit-elle en courbant sa cravache. Je ne serais pas venu avec toi, même si tu étais couché à mes pieds pour me demander au nom sorceleur. Pars seul, disparais seul, meurs de froid seul dans l'école. Moi, je n'ai aucune obligation envers Ciri, et envers toi, sais-tu seulement combien d'hommes m'auraient supplié pour obtenir de moi ce que je t'ai donné, et que tu repousses à présent dans un coin avec mépris d'un simple coup de pied. Je ne t'oublierai jamais. Ah, siffla-t-elle, tu n'imagines pas combien j'aimerais m'assurer personnellement qu'il en soit ainsi, si ce n'est à l'aide de la magie, du moins, avec l'aide de cette cravache. Tu n'en feras rien. Tu as raison, je n'en ferai rien, je n'en serai pas capable. Je me comporterai comme il sied à une maîtresse dédaignée et rejetée, dans le respect des usages. J'émalunerai la tête haute avec dignité et orgueil, en ravalant mes larmes. Ensuite, j'irai pleurer comme une madeleine, la tête dans mon oreiller, et puis, je me coucherai avec un autre. À la fin, elle criait presque. Il ne dit rien. Elle aussi resta silencieuse. Geralt, disait l'enfant d'une toute autre voix, reste avec moi. Je crois que je t'aime, ajouta-t-elle, en voyant qu'il hésita à répondre. Reste avec moi, je te le demande. Je ne l'ai jamais demandé à personne et je doute que cela arrive à l'avenir, mais je te le demande à toi. Fringilla, répondit-il au bout de quelques instants. N'importe quel homme rêverait d'avoir une femme comme toi. C'est ma faute, et uniquement ma faute, si je n'ai pas l'âme d'un rêveur. La magicienne laissa passer quelques secondes avant de prendre la parole, tout en se mordant les lèvres. Tu es comme le harpon du pêcheur qui, une fois planté dans la chair, ne peut être arraché sans que gicle le sang. Bah, je suis moi-même fautive en me liant à toi, je savais que je jouais à un jeu dangereux. Par chance, je sais aussi comment en assumer les conséquences. J'ai sur ce point un avantage sur l'ensemble de la gente féminine. Il ne fit pas de commentaire. D'ailleurs, ajouta-t-elle, un cœur brisé, si douloureux que cela puisse être, se ressoude plus vite qu'une main brisée, beaucoup plus vite. Cette fois non plus, il ne fit pas de commentaire. Fringilla observa l'hématome qu'il avait sur la joue.
Et mon amulette, elle fonctionne bien. Elle est tout simplement extraordinaire. Je te remercie. Bonsoir à tous, waouh, j'ai découvert les vidéos sur YouTube et c'est très cool de ta part. Mais écoute, déjà bonsoir à toi, Madma. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Et écoute, merci beaucoup pour ton message, ça fait très plaisir. De toute façon, tant mieux que ça te fasse plaisir, c'est un plaisir enfin que tu apprécies, c'est un plaisir de les faire à chaque fois ces lives avec vous. Même si parfois, j'abîme mon plafond en mettant des coups d'épée. Mais sinon, c'est un plaisir de les faire, donc tant mieux si ça te plaît. Et du coup, si tu viens de commencer sur YouTube, je ne sais pas où tu en es, mais je suppose peut-être pas au livre 7. Du coup, si tu es déjà au livre 7, bienvenue parmi nous pour profiter de l'histoire. Et dans tous les cas, profite bien des nombreuses heures qui t'attendent sur YouTube. J'espère que ça te plaira tout du long. Elle hocha la tête. « Où tu vas » demanda-t-elle d'une voix soudain altérée. « Qu'as-tu appris ? Tu sais où se cache Vilgefortz, n'est-ce pas ?»« Oui. Ne me demande pas de te révéler l'endroit où il se trouve, je ne te le dirai pas. Je suis prête à acheter cette information, ce sera donnant-donnant. »« Ah oui ? J'ai une précieuse nouvelle à t'annoncer, répéta-t-elle d'une valeur inestimable à tes yeux. Je te la vendrai en échange de la tranquillité de ta conscience, acheva-t-il en le regardant dans les yeux. Pour la confiance que je t'ai accordée, il y a une minute à peine, il était question d'amour, et voilà que nous parlons affaires. Elle resta silencieuse un long moment, puis de sa cravache, elle frappa violemment le haut de ses bottes. Yennefer, commença-t-elle, celle dont tu m'as parlé plus d'une fois, affublée du prénom dans les moments d'extase, ne t'a jamais trahi, ni toi ni Ciri. Elle n'a jamais été l'alliée de Vilgefortz. Pour sauver Ciri-là, elle a pris un risque insensé, mais elle a échoué, et elle est tombée entre les pattes de Vilgefortz. Il s'est servi d'elle et l'a sans nul doute soumise à la torture pour effectuer les scannages qu'il a tentés en automne dernier. Est-elle encore en vie ? Je l'ignore. Je n'en sais pas plus, je le jure. Merci, Fringilla. Maintenant, va-t'en. Je crois, dit-il sans bouger, et je n'oublierai jamais ce qui s'est passé entre nous. J'ai confiance en toi, Fringilla. Je ne resterai pas avec toi, mais je t'ai sans doute aimé moi aussi, à ma manière. À présent, tu dois me promettre de ne parler à personne de ce que je m'apprête à te révéler. Aïe aïe aïe, très mauvais choix tactique, Geralt, là. La cachette de Vilgefortz se trouve à... Attends, m'interrompit-elle. Tu me le diras plus tard, après. Pour l'heure, il est temps que tu me fasses tes adieux, de la façon dont tu aurais dû le faire. Pas avec des lettres, pas en bafouillant des excuses. Dis-moi au revoir comme je le désire. Elle ôta sa fourrure de lynx, la jeta sur un tas de paille. D'un geste brusque qu'elle arracha, elle arracha sa blouse. Elle ne portait rien dessous. Je ne vous le mimerai pas. Elle se laissa tomber sur la fourrure, l'attirant sur elle. Geralt la saisit par le cou, souleva sa jupe et réalisa soudain qu'il n'avait plus le temps de lui ôter ses gants. Par chance, elle n'en portait pas. Elle n'avait pas non plus de culotte, et fort heureusement, elle n'avait pas d'éperon à ses bottes, car, quelques instants plus tard, les talons de ses bottes de cavalière se retrouvaient littéralement partout. Mieux vaut ne pas imaginer ce qui aurait pu se produire si elle avait eu des éperons. Quand elle cria, il l'embrassa, étouffa son cri. Les chevaux, flairant leur folle passion, hennissaient, trépignaient, ruaient contre les cloisons si fort que la poussière et du foin tombaient du plafond en s'éparpillant. La citadelle de Rhysra, à Nazaire, près du lac de Murdak, acheva Fringilla Frigo d'un air triomphal. C'est là que se cache Vilgefortz. J'ai arraché cette information au sorceleur juste avant qu'il parte. Nous avons suffisamment de temps pour y être avant lui. En aucun cas, il ne pourra arriver là-bas avant avril. Les 9 femmes rassemblées dans la salle des colonnes du château de Montecalvo hochèrent la tête, gratifiant Fringilla des regards emplis d'admiration. Rhysra, répéta Philippa Eilhart, un sourire carnassier aux lèvres, tout en jouant avec le camée gravé sur sardoine accroché à sa robe. Rhysra à Nazaire, eh bien, au plaisir de vous revoir, monsieur Vilgefortz, au plaisir de vous revoir. Quand le sorceleur arrivera sur place, siffla Keramet, il ne trouvera que des cendres, depuis longtemps refroidies. Et des os,
ajouta Sabrina Gilevzik avec un charmant sourire. Bravo, mademoiselle Vigo, s'exclama Sheila de Tankerville en opinant du chef. Fringilla en fut la première surprise. La célèbre magicienne était connue pour être la réserve même. Excellent travail. Fringilla inclina la tête. Bravo, répéta Sheila. Plus de 3 mois passés à Toussaint, mais cela en valait sans doute la peine. Fringilla Vigo balaya du regard les magiciennes assises autour de la table. Sheila, Philippa, Sabrina Glivzik, Kerametz, Marguerite Sloanti, Tris Merigold, Francesca Findabert, Ida Eman, dont les yeux cernés d'un maquillage elfique intense étaient totalement inexpressifs, et Assirvar Amin, qui paraissait au contraire inquiète et préoccupée. Cela en valait la peine, confirma-t-elle, et elle était sincère. Après là on pense que Geralt il s'est fait douiller parce qu'il a dit l'info qu'il fallait pas dire. Mais ça se trouve, il est malin, il a donné une fausse info. Haha. Ou pas du tout. Et ça on aura la surprise dans pas très longtemps. Le ciel, jusque-là sombre, devenait de plus en plus noir. Un froid glacial soufflait au milieu des vignobles. Geralt boutonna sa pelisse et enroula une écharpe de laine autour de son cou. Il était en pleine forme. Comme chaque fois qu'il faisait l'amour, il se sentait plus résistant, tant physiquement que moralement. Il n'avait plus le moindre doute, et son esprit avait retrouvé toute sa vivacité. Devoir se priver de cette panne assez merveilleuse pour une longue durée, désormais, était son seul regret. La voix de Reinhard de Boisfresne l'arracha à ses pensées. « Le mauvais temps arrive », constata le chevalier errant, en laissant voguer son regard vers l'est, doit arriver la tempête. Dépêchez-vous. Si en plus du vent, la neige se met à tomber et qu'elle vous surprend au col du malheur, vous allez vous retrouver pris au piège. Il ne vous restera plus alors qu'à prier et vénérer les dieux, tous les dieux, les vôtres, mais aussi les autres dont vous avez tout simplement entendu parler, pour que survienne le dégel. Compris. Les premiers jours, vous suivrez la rivière sans retour, que vous connaissez déjà, vous passerez devant une factory de trappeurs et vous tomberez sur un affluent droit de la rivière. N'oubliez pas, un affluent droit. Son cours vous indiquera la route à suivre pour rejoindre le col du malheur. Ensuite, lorsque, par la grâce des dieux, vous aurez passé ce dernier, ne vous réjouissez pas trop vite, car vous aurez encore devant vous le col du Sans Merci et celui du Mort Blanc. Lorsque vous les aurez franchis, vous descendrez dans la vallée de Sudut. Sudut bénéficie d'un microclimat chaud, un peu comme Toussaint. N'aurait été leur sol pourri, ils auraient pu y planter des vignes. Il se tut honteux, sur le regard réprobateur. « Pardon, dit-il en se raclant la gorge, je continue. À l'entrée de Sudut se trouve le petit village de Carvasista. Mon cousin, Guy de Boisfresne, y réside. Rendez-lui visite et recommandez-vous de moi. S'il se révélait que mon cousin était mort au Sénil, n'oubliez pas, vous devez suivre la plaine de Magdera, la vallée de la rivière Stille. Ensuite, Geralt, il faudra que tu t'orientes grâce aux cartes que tu as recopiées chez le cartographe de la ville. À ce propos d'ailleurs, je ne comprends pas très bien pourquoi tu l'as interrogé au sujet de château. Oublie ça, Reinhard. Il ne s'est rien passé, tu n'as rien vu, rien entendu. Quand bien même on te soumettrait à la torture. Comprends-tu ? Je comprends. Un cavalier, les avertit Caïr en maîtrisant son étalon qui reguimbait. Un cavalier en provenance du palais fonce vers nous à bride battue. S'il est seul, ce n'est pas un problème, déclara Angoulême, un large sourire aux lèvres, en caressant la hachette suspendue à sa selle. Le cavalier n'était autre que Jasquier, qui fonçait ventre à terre. Et, incroyable mais vrai, le cheval qu'il montait était Pégase, le hongre du poète, pourtant peu coutumier du fait et qui, à vrai dire, détestait galoper de la sorte. « Ouf !» dit le troubadour aussi essoufflé que s'il avait lui-même galopé en portant le hongre. « Ouf, j'ai réussi. J'avais peur de ne pas parvenir à vous rattraper. » « Ne me dis pas que tu viens finalement avec nous. »« Non, Geralt, répondit Jasquier en baissant la tête, je ne viens pas. Je reste ici à Toussaint, avec ma petite belette, enfin, un Arietta. Mais je ne pouvais tout de même pas vous laisser partir sans vous dire adieu, et vous souhaiter bonne route. Remercie la princesse pour tout, et excuse-nous auprès d'elle d'être partis si soudainement sans lui faire nos adieux. Essaie de lui expliquer.
Vous avez prêté serment, voilà tout. N'importe qui à Toussaint, y compris ma petite belette, peut le comprendre. Et puis, tenez, considérez cela comme ma contribution. Jasquier, déclara Geralt en prenant la lourde escarcelle des mains du poète. Nous ne sommes pas en manque d'argent. Tu as inutilement... Que ce soit ma contribution, répéta le troubadour. De la ferraille, ça sert toujours. Et par ailleurs, elle n'est pas à moi. J'ai pris ces ducats dans le coffre privé de ma petite belette. Quoi qu'avez-vous à me regarder ainsi? Les femmes n'ont que faire de l'argent. Elles ne boivent pas, ne jouent pas au dés. Sacrebleu, pour ce qui est des femmes, elles en sont elles-mêmes, non? Adieu mes amis. Allez-y ou je vais me mettre à pleurer. Et quand tout sera terminé, repassez donc faire un tour à Toussaint, pour tout me raconter. Et je veux serrer Ciri dans mes bras. Tu me le promets, Geralt? Je te le promets. Alors adieu. Attends. Geralt fit faire demi-tour à son cheval. Il s'approcha tout près de Pégase, sortit discrètement une lettre de son manteau. Arrange-toi pour que cette lettre parvienne à... Fragilavigo? Non, à Digixtra. Quoi? Et comment dois-je m'y prendre selon toi? Trouve un moyen, je te fais confiance. Et maintenant, adieu. Viens que je t'embrasse, vieil imbécile. Avec plaisir, mon vieil ami. Je vous attendrai avec impatience. Ils le suivirent du regard, tandis qu'il repartait au petit trot vers Beauclair. Le ciel s'était assombri. Reynard, dit le sorceleur, en se retournant sur son siège, viens avec nous. Non, Geralt, répondit Reynard de Boisfrêne. Je suis certes un chevalier errant, mais je ne suis pas égaré. Ce jour-là, dans la grande salle des colonnes du château de Montecalvo, régnait une excitation inhabituelle. Le clair-obscur des candélabres avait cédé la place à la clarté blanchâtre d'un immense écran magique. Sur cet écran, une image vacillait, clignotait, disparaissait, réapparaissait, entretenant l'excitation et l'attention. Et aussi l'énervement. « Ah !» s'exclama Philippa Eilhart avec un sourire carnassier. « Dommage que je ne puisse être là-bas. Un peu d'action et d'adrénaline m'aurait fait du bien. » Sheila de Tancarville le jeta un regard âpre, sans dire mot. Francesca Findabair et Ida Emen tentaient de stabiliser l'écran à l'aide de formules magiques, l'agrandissant de manière qu'il occupe un pan entier du mur. Elle voyait distinctement les sommets noirs des montagnes qui se découpaient sur le ciel bleu foncé, les étoiles qui se reflétaient à la surface d'un étang, et la masse sombre et anguleuse d'un énorme château. Je ne suis toujours pas convaincu d'avoir bien fait de confier le commandement de l'opération à Sabrina et la jeune Metz. Kera a eu les côtes cassées sur Taned. Elle pourrait être tentée de se venger. Quant à Sabrina, ça la met un peu trop l'action et l'adrénaline. N'est-il pas vrai, Philippa? Nous en avons déjà parlé, répliqua l'intéressé. Sa voix était acide, comme une marinade de pruneaux. Notre plan a été minutieusement établi. Le groupe de Sabrina et de Kera entrera à Risrun sans faire de bruit, aussi discrètement qu'une colonie de souris. Elles prendront Vilgefortz vivant, sans lui faire la moindre égratignure ni le moindre hématome. Nous avons été très clairs sur ce point, quoique je reste convaincu qu'il aurait fallu faire un exemple, histoire de s'assurer que les quelques personnes présentes au château aujourd'hui se réveillent en criant chaque fois qu'elles rêveront de cette fameuse nuit. La vengeance est la jouissance des esprits médiocres, faibles et étroits, déclara la magicienne de Covir d'un ton sec. Peut-être, reconnut Philippa, dont le sourire était impassible, mais cela n'en demeure pas moins une jouissance. Laissons cela. Margarita Loanti leva une coupe de vin mousseux. Je propose de boire à la santé de mademoiselle Fringilla, qui nous a permis de découvrir la cachette de Vilgefortz. Excellent travail, vraiment, dame Fringilla. En réponse au compliment, la magicienne s'inclina. Elle perçut une pointe de raillerie dans les yeux de Philippa. Le regard azur de Triss Merigold exprimait l'aversion. Elle ne put déchiffrer les sourires de Francesca et de Sheila. « Ça commence !» annonça Assir Var Anidan, désignant l'écran. Elles s'assirent plus confortablement. Afin d'avoir une vision plus nette, Philippa, d'une formule magique, tamisa la lumière. Elles virent des formes noires, rapides, silencieuses et agiles comme des chauves-souris se détacher des chevaux-rochers, puis passer en rase-motte au-dessus des créneaux et des machicoulis du château de Risrun. « Cela doit faire un siècle que je n'ai pas eu de balai entre les jambes, marmonna Philippa. Bientôt, j'aurai oublié comment on vole. » Sheila, les yeux fixés sur les images transmises par magie, la fit taire d'un sifflement impatient.
Un éclair traversa les fenêtres du sombre complexe du château. Une fois, 2 fois, 3 fois. Elle savait ce que c'était. La porte verrouillée et les bâcles volèrent en éclats sous les assauts de la foudre globulaire. Elles sont à l'intérieur, commenta à voix basse Assir Varanid. Elle était la seule à ne pas observer l'image sur le mur, le regard rivé sur une boule de cristal posée sur la table. Elles sont à l'intérieur, répéta-t-elle. Mais quelque chose ne va pas. Ça ne se passe pas comme il faudrait. Fringilla sentit son sang refluer du cœur vers son bas-ventre. Elle savait déjà ce qui n'allait pas. Dame Glevizik ouvre l'appareil de télécommunication, reprit Assir. Soudain, la salle des colonnes s'illumina. Dans l'ovale de lumière qui s'était matérialisé, elles distinguèrent Sabrina Glevizik en habit d'homme, les cheveux maintenus en arrière par un foulard en mousseline, le visage masqué par du fard de camouflage de couleur noire. Derrière la magicienne, on apercevait des murs de briques sales couverts de lambeaux de tissu, vestiges d'anciennes tapisseries. Sabrina tendit vers eux sa main gantée, d'où bordaient de longs fils de toile d'araignée. Ça et rien d'autre, vociféra-t-elle en gesticulant violemment. Il n'y a que ça partout à foison, par la peste, quelle bêtise, quelle humiliation. Sois plus explicite, Sabrina. Comment ça, plus explicite, explosa la magicienne Kedwen. Ce n'est pas assez clair, vous ne voyez donc pas? Le château de Risrand est vide, vide et sale. C'est une foutue ruine totalement déserte. Il n'y a rien ici, rien du tout. Derrière Sabrina, Keramet fit son apparition. Avec son maquillage de camouflage, elle ressemblait à un diable tout droit sorti de l'enfer. Il n'y a personne dans ce château, confirma-t-elle de sa voix tranquille, et cela ferait près d'un demi-siècle que personne n'a pénétré en ces lieux. À l'exception des araignées, des rats et des chauves-souris, nous n'avons pas effectué notre descente au bon endroit. Avez-vous vérifié qu'il ne s'agissait pas d'une illusion? Nous prendrais-tu pour des enfants, Philippa? Écoutez-moi toutes les deux. Philippe Ellard se passa nerveusement la main dans les cheveux. Dites aux mercenaires et aux adeptes qu'il s'agissait d'un exercice. Payez-les et revenez ici, sur le champ. Et faites bonne figure, vous entendez? Faites bonne figure. Le val de communication s'éteignit. Sur l'écran mural ne flottait plus qu'une seule image, le château de Risra, sur un fond de ciel noir, et un étang où se reflétaient les étoiles. Fringilla Vigo avait la tête baissée. Elle sentait que le sang qui palpitait dans ses veines allait bientôt affluer vers ses joues. Je ne comprends pas, déclara-t-elle enfin, incapable de supporter plus longtemps le silence qui régnait dans la salle des colonnes du château de Montecalvo. Mais moi, si, dit Triss Merigold. Ce château, dit à son tour Philippa, elle était plongée dans ses pensées et ne prêtait pas la moindre attention à ses consoeurs. Risrin. Il va falloir le détruire, le réduire en cendres, impérativement, et lorsque des légendes et des mythes commenceront à se répandre sur toute cette affaire, il faudra les soumettre à une censure scrupuleuse. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parfaitement, répondit en hochant la tête Francesca Fandabert, demeurée jusque-là silencieuse. Ida Eman, qui n'avait dit mot non plus, se contentait de renifler. Son air en disait long. Fringilla Vigo semblait toujours abasourdi. Je ne comprends vraiment pas comment j'ai pu... Bah, conclut Sheila de Tancarville après un très long silence. Ce n'est pas très grave, mademoiselle Vigo, nul n'est parfait. Philippa pouffa dans son coin, Assir Varanid soupira et leva les yeux au ciel. Nous avons toutes connu ça, ajouta Sheila en faisant la lippe. Chacune d'entre nous a un jour ou l'autre été bernée, utilisée par un homme et exposée à la risée générale. Je t'aime, ton joli visage me charme, et si tu ne veux pas, j'utiliserai la force. Mon père, maintenant il m'empoigne, le roi des aulnes m'a fait mal. Johann Wolfgang Goethe, traduction de Charles Laudier. Tout a déjà eu lieu jadis, tout s'est déjà produit, et tout, jadis, a déjà été décrit. Et Visigotha de Corveau. Et c'est ainsi que se termine ce chapitre 4. J'espère qu'il vous aura plu à toutes et à tous. Et du coup, pour YouTube, comme d'habitude, du coup, n'hésitez pas à échanger dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à venir, du coup, le dimanche qui arrivera,
pour regarder le chapitre 5 avec nous, le partager avec nous. Et sinon, on se retrouvera le mercredi d'après, comme d'habitude, sur YouTube. Des bisous à vous.